Première journée de cours à l'ESAL. Alice Marcaille demande à chaque élève de dire pourquoi ils sont ici. Chacun raconte ses ambitions, d'où ils viennent, et ils m'ont l'air tous très sympathiques. C'est à mon tour de parler, j'angoisse et je dis franchement que je ne voulais pas trop être là à la base, que mon rêve était de faire du cinéma, et que le refus de la Cinéfabrique à Lyon m'avait conduit à me retrouver ici. J'ai passé le reste du cours à me répéter que j'ai été idiot d'avoir dit ça. Quand j'ai commencé à dessiner à l'ESAL, tous les autres étudiants avaient déjà une personnalité très forte qu'ils arrivaient à transmettre plastiquement. Jusqu'à maintenant, mes connaissances et compétences étaient axées autour de la vidéo et de la photographie. Pendant des années, le cinéma m'avait inspiré pour créer des ambiances audiovisuelles. Et d'un coup, je me suis senti invisible, pas légitime à tenir un crayon dans mes mains. En marchant dans ce grand appartement, je suis tombé sur une inspiration. Un lavabo, rempli de peintures de plusieurs couleurs, créant une galaxie de textures en son puits. Il me fascine. Je découpe une feuille de 3 mètres par 1 et commence à dessiner. Des formes surgissent sur la feuille. Mais la peur de les faire disparaître et de tout gâcher m'a alors envahi. Je me rends compte que je suis content du résultat. Le travail m'intéresse. Même si les halles au départ n'est pas mon premier choix, je ne perds pas de vue mon objectif qui est de faire du cinéma et de la vidéo. Je réalise un premier court-métrage expérimental du nom de Limbo. Arrive ensuite le thème du mensonge donné par la prof de vidéo. Jusqu'à maintenant, je m'étais plus concentré sur des questions d'atmosphère et de travail sonore, sans penser à une narration. Je me décide à réfléchir à un scénario racontant la lente descente aux enfers d'une femme après avoir mis le corps de son mari dans des sacs poubelles. Cette histoire me permet d'instaurer une angoisse liée à la perte de lien avec la réalité, justifiant des formes visuelles expérimentales par moments, avec un rythme lancinant, presque hypnotique, à la manière de films comme Cure de Kiyoshi Kurosawa et Sombre de Philippe Gandrieux. Je me rappelle de ce travail au grand format du lavabo qui m'avait tant plu. Je cherche du papier, je découpe, 2,50 m par 1,50 m. Je l'accroche au mur avec l'aide de quelques mains supplémentaires et je regarde mes pauvres petits pots de peinture en me disant que je n'aurai jamais assez de quantité pour remplir ce bout de papier. Néanmoins, je décide de diluer ma peinture et de cracher cet acrylique rempli d'eau sur ce rectangle blanc. Les coulures apparaissent et se figent. Alors que j'avais à la base pour projet de peindre un paysage de terre, cela me fait penser à un océan. Pendant le processus de création, je découvre le travail de Michel Bartilo, et ses peintures sur l'océan m'intriguent. Je découvre une manière de figurer les vagues et le ciel de façon très abstraite, et son travail de la matière m'inspire. Je comprends qu'il faut que j'expérimente des formes et que j'arrête d'écouter mes peurs. Après avoir passé un mois à peindre couche sur couche et à peaufiner les détails, j'arrive enfin à un résultat qui me fait penser que ce travail est ma première véritable peinture. Je suis chez moi. Andrei Roublev est à l'écran. Je l'avais vu une première fois il y a 4 ans, mais il m'avait échappé. Cette fois, le film m'absorbe, par sa poésie visuelle, par ses scènes de guerre hallucinantes, et surtout par son rapport qu'il fait entre religion et art, avec la parfois absurdité de croire en ce qu'on fait, mais qui est cependant nécessaire pour créer. Cela m'inspire et me donne envie d'aller filmer la nature en tentant d'y trouver des connexions entre les plans pour établir un récit. Est-ce que tant que j'y crois, ça marchera? Est-ce que tant que j'y crois, ça marchera? Avec ma camarade Mila Bricard, nous décidons d'aller aux alentours des ruines d'un château pour filmer la végétation. Je me rappelle que nous étions assis sur un banc. Le vent était puissant et apaisant. Je filme absolument tout ce qui me passe par la tête, avec une seule chose en tête. Je veux transformer la douceur de cette brise intense en signe annonciateur de la fin du monde. En travaillant sur ce film,
je me rends compte que mon sujet, en dehors de l'apocalypse, est la matière. Pendant le film, nous voyons des matériaux se détruire pour se reconstruire. J'ai même l'impression d'effectuer un travail de peinture par moment. De la même dynamique qui m'a fait peindre un océan, la matière m'a fait contourner les normes techniques en mettant en jeu la physicalité des éléments. Le sol d'une fontaine filmée de près devient dans ce film un plan d'une terre depuis le ciel. Des tomates cerises cuisant dans ma poêle filmée de près devient dans ce film des œufs en train d'éclore dans la lave. Absolument tous les éléments autour de moi deviennent modifiables en les transformant en pinceau. Je m'intéresse ensuite à l'étymologie du terme chaos. Ce qui m'intéresse avec le chaos est l'idée de confusion générale des éléments de la matière. Dans un passage du roman pseudo-clémentin, Orphée enseigne que d'abord fut le chaos, éternel, illimité, engendré, duquel toutes choses ont été faites. Ce chaos en lui-même n'était ni ténèbres, ni lumière, ni humide, ni sec, ni chaud, ni froid, mais à la fois toutes choses confondues ensemble, en un seul tout sans forme. Je décide de me plonger totalement dans le chaos. Je peins des paysages désolés avec comme unique but la recherche de matière et de perspective, avec ces crevasses fuyantes vers des horizons lointains. En parallèle, je me fascine pour le travail de Vladimir Velikovitch et Anselm Kiefer sur la mémoire commune et la résilience liée à la guerre à travers les paysages ravagés par un conflit passé. Leur capacité à travailler l'immense format m'impressionne également et me donne cet objectif de revenir plus tard au grand format. Je tombe sur un article. Voice from Pavlika, texte d'Hélène Barry et photos d'Antoine Nagata. Cet article parle de la visite de ces deux artistes dans un hôpital psychiatrique en Ukraine, qui recueille les militaires ukrainiens traumatisés par le conflit. Il est constitué de témoignages du personnel soignant et des patients qui racontent leur traumatisme. Cet article m'a beaucoup affecté. En m'intéressant au stress post-traumatique, je me rends compte que la perte de lien avec le réel, avec les symptômes d'intrusion, est extrêmement puissante et plonge les victimes dans une boucle infernale, les isolant totalement du reste du monde. Je repense à mes peintures, sans vie, sans espoir, qui semblent être invivables. C'est à ce moment que je me mets à écrire un récit mêlant ce monde apocalyptique à la santé mentale d'un ancien militaire bloqué dans cet enfer mental. À ce moment, un dialogue se crée entre l'écriture de ce texte me donnant des idées pour de nouvelles peintures, puis inversement ces nouvelles peintures m'inspirant pour continuer à écrire ce récit. Odette Nicolin, 24 octobre 2023. Je retiens une larme derrière ma paupière. Ça fait un bout de temps que je les accumule sous mes cils. Je prends sa main, sans doute à la recherche d'une chaleur familière, mais seul un froid grave me répond. Pas tout à fait morte, mais plus tellement vivante. Je cherche à m'y raccrocher comme je peux, pour elle, pour moi, pour la retenir autant que possible, avant qu'elle ne disparaisse. Ce texte d'Alice Vigui a résonné en moi quand je l'ai lu. Cela faisait plusieurs fois que j'aimais particulièrement le style d'écriture d'Alice. Très subtil, avec une certaine poésie macabre, faisant des histoires qu'elle dépeint, des ambiances souvent froides et lointaines. Je lui propose de faire un projet photo à partir de son texte. Quelques semaines plus tard, je reproduis d'après le texte d'Alice des photographies dans un appartement abandonné. L'ambiance de l'endroit m'anime et m'inspire pour tenter de recréer ce moment fort. Nous avons ensuite imprimé et relié 20 exemplaires de cette édition qui se nomme Avant qu'elle ne disparaisse. Lors de ma première année à l'ESAL, je me suis essayé au théâtre. Pendant cette formation, j'ai appris à rester la nouvelle Matin brun de Frank Pavlov. Ce texte m'a beaucoup plu pour la portée politique contre l'effacement progressif des droits humains et de la liberté d'expression. Allongé dans mon lit,
Je relis Matin Brun. Pour un projet de l'école, je décide d'adapter ce texte. Allongé dans mon lit, je relis Matin Brun. Sa fin ouverte me travaille, mais je bloque. Comment la transposer à l'écran? Puis je découvre un court-métrage. La peur, petit chasseur, réalisé par Laurent Achard. Un seul plan fixe, un enfant dans un jardin, et une tension née de ce qu'on ne voit jamais. Depuis plusieurs années, je suis fasciné par la puissance de l'absence dans l'art. Il y a le film qu'on voit et le film qu'on se fait. Ce diptyque mental proposé par François Bégodeau m'est apparu très personnellement, car cette phrase qui est maintenant limpide pour moi a été l'intention de mes travaux de ces 2 dernières années sans que je ne le sache vraiment. Des images me viennent en tête. Un couloir, au loin un résistant, écrivant sur un carnet avec comme seule lumière une bougie. Puis on toque à la porte. Et si le film montrait ce qui se passait après? La milice tuant le résistant? Pour évoquer cette violence, je dois jouer sur le son et la lumière. C'est le seul moyen d'y croire. Je rassemble l'équipe, trouve le lieu de tournage et fixe une date. Le réveil sonne. 4h30. Je me lève et repars vers le lieu de tournage, déjà filmé la veille. Je dois y retourner pour arrêter la caméra, rester allumé toute la nuit. Je veux qu'après le meurtre, froidement capturé, le spectateur assiste à un lever du jour. Une pause, un souffle. En lisant Boris Cyrulnik et Sigmund Freud, cela m'a donné une nouvelle intention. Cette intention est de recueillir des rêves d'anciens militaires pour ensuite les transposer en peinture et en photographie. J'arrive à contacter Nicolas, un ancien pilote de chasse ayant opéré pendant la guerre de Bosnie, et Gwendal, un ancien ingénieur dans une base de l'armée de l'air. Ce sentiment de me confronter à la réalité de la résilience m'a d'abord posé beaucoup de questions sur ma légitimité sur ce sujet. Je me suis senti mal d'utiliser leurs témoignages pour en faire de l'art. Quel est mon rôle là-dedans? Quel est mon rôle? Est-ce que cela est moral? Est-ce que l'art a réellement comme fonction d'évoquer les grandes douleurs de l'être humain? Après avoir réalisé 2 peintures sur les témoignages de Nicolas, je ne sais vraiment pas quoi en penser. La violence représentée sur les 2 peintures me gêne. Je décide de produire une série de photos en m'inspirant plus de la sensation d'inquiétante étrangeté omniprésente dans les 2 rêves. En réfléchissant à cette série de photos, je trouve un champ près d'Épinal. Le lendemain, j'y retourne, mais une tempête est annoncée. Je décide d'y aller quand même. Sur place, la sensation est intense. Le vent est glacial, la pluie est tranchante et le bruit de la tempête me donne l'impression d'entendre des cris depuis les entrailles de la terre. Malgré les conditions de travail difficiles, je n'arrive pas à partir. Je suis accroché aux photos que je réalise et je prends un grand plaisir de création. Je sais pertinemment que cette tempête est un cadeau et que je n'aurai pas d'autres occasions de capturer cette ambiance à cet endroit précisément. Pendant 2 heures, je compose, je capture, je me mets moi-même en scène sur les photographies grâce aux longues pauses. Arrivé chez moi, je suis trempé de la tête aux pieds, mais comblé du cœur au cerveau. Pour l'exposition Tumulte à la Lune en parachute à Épinal, je construis un châssis de 170 cm par 240 cm avec mon prof de céramique, pour ensuite l'entoiler. C'est la première fois que je peins sur toile. Pour cette peinture, j'ai choisi de mettre le sujet principal au centre de la composition. Un avion de chasse aux ailes déchirées. Cet avion devient le lien entre les récits de Nicolas et de Gwendal. Pour Nicolas, il représente une condamnation, un élément oppressant qui le poursuit jusque dans ses rêves. Pour Gwendal, au contraire, il devient un symbole de liberté, une échappée possible. L'avion de chasse est placé face à une vaste étendue vide. Au loin, une faible lueur rouge perce l'horizon. Cette lueur donne son nom au projet, Horizon brûlé. Elle incarne le traumatisme commun aux 2 soldats, un feu intérieur qui a consumé leur avenir et rendu leur retour à la vie civile presque impossible.
En m'intéressant à l'histoire des autres, je me suis perdu dans ma vision du rôle que j'avais dans l'art. Ce refus de travailler sur ma vie car jugé comme pas légitime m'a questionné. Puis, en revoyant de vieilles photos d'enfance, j'ai alors ressenti le besoin de revenir à mon histoire. En redécouvrant ces vieilles photos, la figure de mon père a ressurgi avec force, ravivant les souvenirs d'une vie qui aurait pu être. En regardant ces images, j'ai pris conscience que notre famille, lui, ma mère et moi, auraient pu construire un avenir ensemble, là-bas, dans cette ville vibrante. Mais cet avenir a été brisé par un événement historique, les attentats du 11 septembre 2001. Ce traumatisme collectif a bouleversé des millions de vies, y compris la nôtre. Peu après, mes parents ont quitté New York pour s'installer en France. Un départ que mon père a longtemps regretté. Il a fini par retourner vivre à New York, tandis que notre relation, lui, ma mère et moi, s'est construite à distance, fragile, parsemée de silence et d'éloignement. À partir de mes 10 ans, les liens se sont définitivement rompus. Ce projet artistique est donc une tentative de reconstruction. Un dialogue entre passé et présent, entre absence et mémoire. Une manière de donner une forme à ce qui n'a pu être et de penser les blessures invisibles.